Nous avons vu dans la dernière vidéo que la joie est l'objet indirect de la politique. Si celle-ci vise à instituer la satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain, elle rendra partout la joie possible sans qu'elle puisse pour autant viser la joie comme un but. À la fois la joie ne saurait être forcée sans être en même temps perdue, à la fois la joie dessine l'horizon du politique. Cela signifie donc que l'enjeu du politique n'est pas seulement, comme nous l'a pourtant enseigné la modernité, depuis Machiavel et Hobbes, la conservation du pouvoir en vue de la seule sécurité. Il se peut même que l'adage du Christ, selon lequel se contenter de conserver sa vie, c'est déjà la perdre, vaille en politique aussi. Quand le but d'une cité, comme d'un organisme d'ailleurs, est sa propre sécurité seulement, il cesse d'imaginer l'avenir, de risquer sa croissance, de rencontrer le monde. L'historien antique grec Thucydide rapporte l'oraison funèbre que Périclès prononça pour les soldats athéniens morts durant la première année de la guerre du Péloponnèse. Le chef athénien s'étonne de la résistance militaire que sa cité oppose à Sparte. Car, alors même que les Spartiates mettent au monde leurs enfants en vue d'en faire des soldats qui protégeront leurs intérêts, les Athéniens, eux, veillent à ce que chacun apprenne la musique, la mathématique, la philosophie et la gymnastique. Mais une fois la guerre déclarée, la gratitude des Athéniens envers cette cité qui leur a donné d'aimer la vie l'emporte en ardeur et en inventivité sur la rudesse spartiate. À vrai dire, rien n'est nouveau sous le soleil. Athènes et Sparte sont comme deux options politiques. D'un côté, le primat donné à la joie, à l'intensification de l'existence singulière par la vie partagée. De l'autre, le primat de la peur et des soucis. D'un côté, la joie, conçue comme horizon de la satisfaction des besoins premiers de l'homme. Joie qui ne nie pas, mais domine et enveloppe la nécessité de conserver le pays dont on fait partie. De l'autre, la peur, qui n'enveloppe pas, mais étouffe toute joie sous prétexte de sûreté nationale. La peur est en effet l'instrument politique des trois formes de régime qui privent les peuples de leur capacité de se réjouir collectivement, à savoir la théocratie, le communisme et le capitalisme. Les deux premières formes de gouvernement cultivent la terreur, qu'elle est un prétexte religieux ou s'exerce au nom d'un idéal seulement terrestre. Ce fut l'URSS et le Cambodge, c'est la Chine et la Corée du Nord, c'est aussi Daesh. Le capitalisme, quant à lui, repose sur un autre type de peur, moins frontale et que nous pouvons, à la suite de Walter Benjamin, nommer les soucis. Dans un court essai inachevé, écrit en 1921, l'écrivain allemand définit en effet le capitalisme non comme un système économique parmi d'autres, mais comme une religion. Une religion étrange, nous dit-il, en ce que son culte ne connaît aucune trêve, ni temps mort. Il n'y a là aucun jour ouvrable, aucun jour qui ne soit un jour de fête, écrit Walter Benjamin. Une religion terrible aussi, en ce que ce culte est culpabilisant. Parmi toutes les religions, seule celle capitaliste vise en effet non l'expiation de la faute, mais l'accroissement sans fin de la culpabilité. Qui vit sous ce régime vit préoccupé, en dette, en train de réaliser un profit imminent ou de rater une occasion de se divertir. Si beaucoup ne manquent de rien, la plupart craignent d'être en train de manquer quelque chose, notamment la dernière promotion. Dans cet état d'urgence permanent où chacun a le sentiment que le temps court et qu'il est en retard, la joie étouffe. Les soucis, conclut Benjamin, constituent la maladie de l'esprit qui est propre à l'époque capitaliste. On trouvera peut-être cette critique du capitalisme plus intuitive que rigoureuse, et l'on préférera les soucis à la terreur, à moins que l'une et l'autre peur servent un même régime, comme on le voit dans ces nations où totalitarisme et capitalisme font bon ménage. Il n'empêche, cette manière de penser le politique a pour nous le mérite d'indiquer quel est le véritable contraire de la joie, qui n'est pas la tristesse ni même la douleur, on l'a vu, mais la peur. Qui, fondamentalement, cède à la peur, se coupe de la joie. Or, depuis Hobbes, on comprend la politique à partir de la fiction de l'état de nature. Il y eut un temps où les individus, chacun jouissant de tous les droits sur toute chose, se menaient une guerre impitoyable. Le Léviathan de Hobbes, c'est-à-dire l'État moderne, apparaît dès lors comme ce moyen que nous avons trouvé de nous protéger les uns des autres. Nous considérons donc, plus ou moins consciemment, que la peur est l'affect politique premier. Il n'y a qu'à voir la rhétorique politique et médiatique, l'obsession sanitaire et sécuritaire pour s'en convaincre. Le tour de passe-passe de l'État moderne est même d'avoir instillé dans le peuple la peur du peuple lui-même.
Parlez aux Français de démocratie directe, aujourd'hui techniquement envisageable et effective en Suisse, chacun vous expliquera qu'il est dangereux de faire confiance au peuple, comme si ce peuple n'était pas vous et moi. On comprend enfin pourquoi le pouvoir craint ceux qui, sans nourrir vis-à-vis de lui une vaine rébellion, ont cessé de le craindre. Aussi pourrait-on dire avec un certain humour que celui qui cède à la joie commet un authentique acte de résistance, aussi bien antitotalitaire qu'anticapitaliste. Aussi vous laisserai-je méditer ce poème d'une phrase que l'on trouve dans Noir clair de Christian Bobin. À genoux dans l'herbe haute et cueillant les coucous, je sens la main chaude de la pluie effacer toutes mes dettes à la banque.